Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience le chef de la commission de l'UEMOA et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en fin de mission au Bénin. Le point des échanges, c'est dans un instant. Après l'examen du certificat d'études primaires, place désormais à l'examen du BEPC qui démarre le lundi prochain. À quelques jours de cet examen, nous avons sillonné quelques centres de composition pour s'enquérir de l'évolution des préparatifs. Et puis au Tigré, 80% de la population reste dans le besoin d'aide alimentaire d'urgence et plus de 30 000 enfants risquent de mourir de faim. L'ONU tire à nouveau la sonnette d'alarme. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a été reçu ce jeudi par Patrice Talon. Ils ont discuté des questions économiques et financières. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, après 4 ans de mission diplomatique, était également au cabinet du chef de l'État pour lui faire ses adieux. Son Excellence, M. Achim Troster, s'est dit impressionné par la nouvelle dynamique qui est en cours au Bénin sous la gouvernance du président Talon. Suivez ici un extrait des déclarations de ces deux personnalités à la fin des audiences. De ma visite, c'était de venir le remercier après ma nomination à la tête de la commission de l'UEMOA. Le remercier à mon nom personnel, le remercier également au nom des autres commissaires qui ont été nommés par la conférence des chefs d'État. Le président Talon joue un rôle important dans les activités de notre union et nous avons également voulu de vive voix recueillir ses avis, recueillir ses conseils pour nous permettre d'asseoir la feuille de route sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et effectivement, dans ce cadre, nous avons discuté de beaucoup de points, de questions économiques et financières. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances et nous avons largement discuté de cela pour voir ce que la commission pourrait faire pour que ces actions aient encore beaucoup plus d'envergure pour le bien des populations de l'Union. C'était un événement mélangé de joie et de tristesse. La joie, c'est de voir Monsieur le Président et de pouvoir lui dire adieu et combien j'étais impressionné par la gestion de son gouvernement. Mais aussi la tristesse de devoir quitter le Bénin après 4 ans que j'ai pu passer ici. Ce qui m'a surtout impressionné, c'est la nouvelle dynamisme qu'a pris le Bénin sous le gouvernement du président et cette grande sérieuxité et grande discipline à mettre en forme au pied des réformes très rigoureuses qui faisaient aussi parfois de la douleur, mais qui s'avéreront très bénéfiques pour le pays. Je laisse derrière moi un pays en plein développement avec beaucoup d'amis. Éducation, l'examen du brevet d'études du premier cycle session de juin 2021 démarre le lundi 14 juin prochain. À 48 heures de cet examen, une équipe de la rédaction est allée s'enquérir du niveau de préparation dans les centres de composition à Cotonou. Aristide Setin, Romaric Devochi pour le reportage. Numéros inscrits sur les tables de composition, salle éclairée, affichage des noms sur les portes. Tout est prêt pour le démarrage de l'examen du BEPC, session normale de juin 2021. Au CG Sainte-Rita, comme celui de Zogbo à Cotonou, à 48 heures de cet examen, les centres de composition sont prêts pour accueillir les candidats. Les préparatifs, je peux déjà dire que le centre est prêt. Le centre est prêt pour accueillir donc, les candidats inscrits dans ce centre. Donc on a fini de préparer le centre. Nous avons 1050 candidats inscrits ici. 1050, donc on aura 35 salles. Donc toutes les salles sont préparées déjà. Du côté des apprenants, il ne reste que quelques réglages. Oui, je suis prêt. Bon, j'ai appris déjà depuis le début de la rentrée, donc maintenant ça va aller. Je suis prêt. Je suis un peu en joie
Par contre, en histoire, j'apprends un peu, mais je sais que je travaille quand même. En fait, en histoire, géo, bon, SVT, tout ça, c'est un peu long quoi. Les matières, les essais, bon, il faut encore réviser. Bon, on peut dire que je suis à 90% prête. C'est ça. Bon, le reste, on remet ça dans la main de Dieu quoi. Bon, il va s'en charger. Sinon, je suis cabot comme on le dit. Antonin Guédegui, directeur du CEG Zobo, rassure les candidats et invite les parents à jouer leur partition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit simplement de reprendre toutes ces épreuves, tout ce que nous avons eu à faire, tous les devoirs, donc pendant l'année. S'ils reprennent ça, ils n'ont qu'à savoir qu'ils savent déjà les épreuves, donc ils peuvent sortir. Donc ce que lui dit quoi, ce n'est pas un concours, c'est un examen, donc on veut avoir donc l'élève moyen. Donc ce qui veut dire que s'ils font, ils respectent ce que je leur ai dit, tout le monde peut réussir. Donc mon conseil, ce n'est rien que ça. Maintenant, celui qui n'a pas pu répéter depuis, ça veut dire que celui-là est déjà en retard. Alors, je demanderai alors aux parents, en plus donc de tout ce que nous avons à faire. Parce que nous, l'école a joué déjà sa partition. Donc, les parents doivent accompagner ces enfants. Et les accompagner comment? Eh bien, vérifier la veille s'ils ont tout pris, leur carte d'identité. Okay? Ce de quoi ils doivent travailler, les parents doivent vérifier. Comme nous sommes aussi en saison de pluie, eh bien, on doit les faire accompagner d'imperméables. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session normale de juin 2021, démarre le lundi 14 juin 2021 sur l'ensemble du territoire national. Cérémonie officielle de remise de vélos et autres équipements à la Fédération béninoise de cyclisme ce jeudi. Du matériel sportif venu de l'Union cycliste internationale pour appuyer les athlètes béninois. Frédéric Espoir Oumabou, Déné Maroya. Vélo, 4 paires de chaussures, des lunettes, des gourdes à eau, des casques et bien d'autres, c'est l'essentiel des équipements sportifs offerts par l'Union internationale du cyclisme à la Fédération béninoise de cyclisme. Et ce don est remis officiellement ce jeudi par le ministre Oswald Omeki. Des matériels qui devront permettre aux coureurs béninois de mieux performer lors des compétitions à venir. La qualité du vélo compte pour 60% de la performance. Et c'est pour cette raison que je suis très heureux aujourd'hui de procéder à cette remise symbolique de 10 vélos, ce qui paraît encore très insuffisant par rapport aux besoins que nous avons, mais qui pour l'équipe nationale est un bon début parce que cela veut dire que progressivement nous commençons à nous doter du matériel nécessaire à l'amélioration de nos performances. Le ministre des Sports a profité pour réitérer la volonté du gouvernement du Bénin d'inscrire notre nation sur le toit de l'Afrique à travers le sport, quelle que soit la discipline. C'est aussi se doter d'équipements. Et c'est ce que nous avons commencé à faire et nous allons continuer. Parce qu'une fois encore, il faut que les équipements accompagnent le talent, l'effort, le génie du sportif, du cycliste. Et c'est enfin consentir les investissements nécessaires et impératifs à la bonne préparation de nos équipes. Et en la matière, vous le savez, le président de la République a lui-même une passion prononcée pour les sports en général. Et nous le savons tous pour le cyclisme. Toutes choses saluées par le président de la Fédération béninoise du cyclisme, Romuald Azoumé. C'est encore le lieu de remercier le gouvernement béninois et de remercier le ministre qui est là pour cet accompagnement-là et qui est un accompagnement formidable. Le président de la Fédération béninoise de cyclisme a profité de l'occasion pour dire toute sa satisfaction à l'endroit du gouvernement en ce qui concerne son appui à l'organisation du dernier tour cycliste du Bénin.
Actualité en dehors du Bénin, Emmanuel Macron a annoncé la fin prochaine de l'opération Barkhane au Sahel en tant qu'opération extérieure. Cela doit laisser place à une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel pour lutter contre le terrorisme, a précisé le président français. Une annonce qui suscite beaucoup d'interrogations. Les soldats français au Sahel, dans l'attente d'une nouvelle mission. La lutte contre les djihadistes affiliés à Daesh et à Al-Qaïda va prendre une nouvelle forme à partir de fin juin. Une information révélée dès jeudi matin par le ministre français des Affaires étrangères en déplacement en Côte d'Ivoire pour inaugurer une académie internationale de lutte contre le terrorisme. Évidemment, la France n'a pas vocation à rester éternellement au Sahel, par sa force. Nous ne renonçons pas au combat contre le terrorisme. Il est vraisemblable qu'il faille adapter le dispositif Barkhane, mais le combat contre le terrorisme se poursuit en partenariat avec le G5 Sahel, avec la MINUSMA et avec aussi les pays de la CEDEAO. Vision confirmée quelques heures plus tard par Emmanuel Macron. Le chef d'État appelle désormais à la création d'une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des États de la région. Une opération militaire doublée ainsi d'une alliance régionale, européenne, internationale. Emmanuel Macron souhaite plus de responsabilités de la part des chefs d'État africains. La France compte 5100 soldats sur le terrain, engagés depuis 2013 dans les opérations Serval puis Barkhane. Depuis 8 ans, plus de 50 militaires ont trouvé la mort. La situation au Sahel, menacée par la mort brutale du président Idriss Déby au Tchad, et le deuxième coup d'État en 8 mois au Mali, pays central de l'opération Barkhane. Il y a une semaine, Paris avait déjà décidé de suspendre sa coopération militaire bilatérale avec Bamako et réclame la tenue d'élections en février 2022 en vue d'un retour des civils au pouvoir. Dans la capitale malienne, le gouvernement de transition veut rassurer la communauté internationale. Le peuple malien compte sur sa compréhension. Les invectives, les sanctions, les menaces ne feront que compliquer la situation. La fin de Barkhane ne signifie pas un désengagement de la France dans la lutte antiterroriste. Emmanuel Macron a déclaré mettre l'accent dans les prochains mois sur l'opération Takuba, qui comptabilise aujourd'hui 600 opérateurs européens des forces spéciales, dont une moitié de Français, une centaine de Suédois et des dizaines d'Estoniens et Tchèques. Soldats italiens ou encore danois doivent aussi rejoindre ce contingent. Objectif, mutualiser pour mieux contrer. La situation humanitaire au Tigré est dramatique. La guerre est censée finir, mais les habitants ne sont pas moins soulagés. Pire, près de 80% d'entre eux ont besoin d'aide alimentaire d'urgence et plus de 30 000 enfants risquent de mourir de faim. L'ONU tire à nouveau la sonnette d'alarme. La famine est imminente dans le nord de l'Éthiopie. 6 mois après la fin de la guerre au Tigré, la région est toujours assiégée. Et si la zone est très fertile, les soldats présents sur place tuent le bétail et ordonnent aux villageois de cesser de cultiver la terre. Résultat, près d'un tiers de la population fait désormais face à un manque de vivres. Ils étaient une vingtaine. Ils se sont rassemblés autour de ma maison et ont détruit toutes mes récoltes. Je revois encore ma maison avant qu'elle ne soit brûlée. Nous avons dû fuir vers une autre zone. Ils ont continué de se rapprocher et à mettre le feu partout. Ils ont brûlé tout ce que j'avais. Sur place, labourer et planter sont devenus des actes de résistance. Des centaines, voire des milliers d'habitants sont coincés derrière les lignes de front ou les barrages routiers militaires. Les accès aux hôpitaux sont bloqués, les plus proches ont été pillés ou détruits. À 2 heures de route de la ville de Mekele, une petite clinique de ville a dû accueillir 1,5 million de personnes. Pour les Nations Unies, il s'agirait du pire problème de famine que le monde ait connu depuis une décennie. L'organisation dénonce le manque d'accès à l'aide humanitaire, auquel seul un cessez-le-feu immédiat pourrait remédier.
Nous avons besoin d'un accès sans entrave à ces zones que nous n'avons pas pu atteindre jusqu'à présent. Nous avons été confrontés à de graves contraintes. Nous avons été empêchés par des hommes armés d'atteindre certaines zones. Les accès doivent donc se libérer et être facilités. Pour ce faire, nous estimons qu'il devrait y avoir un cessez-le-feu. Nous souhaitons l'arrêt des combats, ce qui nous faciliterait notre travail et celui de nos partenaires sur le terrain et accéder à ces communautés. L'ONU estime que 350 000 personnes de la région sont aujourd'hui confrontées à la famine. Un décompte qui pourrait bien dépasser les 400 000 dans les prochains mois si un accès n'est toujours pas autorisé dans ces zones. La réponse humanitaire se fait de plus en plus pressante. Près de 560 000 personnes ont bénéficié d'une aide alimentaire la semaine dernière, soit 3,3 millions depuis le début du mois. Mais il y a plus préoccupant pour les Nations Unies. Le gouvernement du Tigré réclame la réinstallation imminente des personnes déplacées par les combats dans la région. Une mesure qui concernerait près de 2 millions de Tigréens et qui diminuerait drastiquement le nombre de vivres encore disponibles. En une semaine au Nicaragua, le gouvernement a fait arrêter 4 candidats à l'élection présidentielle, provoquant la colère des opposants à 5 mois des élections présidentielles. Daniel Ortega, au pouvoir depuis 2007, semble accélérer la pression politique pour se maintenir au pouvoir. Une répression politique de plus en plus forte, mais aussi des opposants de plus en plus déterminés. À quelques mois de la présidentielle qui doit se tenir le 7 novembre, le président Daniel Ortega, qui craint de ne pas être élu une 4e fois, surexploite la loi guillotine. Votée en décembre 2020, cette dernière vise à punir toute tentative d'ingérence étrangère. Nous, les Nicaraguayens, sommes les seuls à pouvoir avoir notre mot à dire et à décider de la marche de notre pays. Il n'est pas possible que des pays ou des États tiers, des organisations internationales qui ne sont pas nicaraguayennes, imposent leurs décisions à un pays libre, souverain et démocratique comme l'État du Nicaragua. Un simple versement de fonds venus de l'étranger, dont bénéficient un grand nombre de fondations et d'organisations non gouvernementales, peut justifier une arrestation et un emprisonnement. En une semaine, 4 candidats à la présidentielle accusés d'actes contre la souveraineté et de tentatives d'ingérence étrangère ont été arrêtés. Ce mercredi, les partis d'opposition ont fait front commun pour dénoncer les méthodes du gouvernement. Le régime ne peut pas soustraire 6 millions de Nicaraguayens désireux de liberté. Ce n'est pas le projet d'une seule personne. Nous ne parlons pas ici de candidature. Le régime a déjà démontré que même par le biais d'un processus électoral truqué, il n'est pas prêt à se soumettre à la volonté du peuple. Ce sont des actions qui accentuent l'insécurité juridique et matérielle que vivent tous les Nicaraguayens, dans un pays que le gouvernement a l'intention de transformer en une vaste prison. Nous ne nous excluons pas du scénario électoral, sachant pertinemment que nous sommes tous exposés. C'est ce que je voulais dire en conclusion. Nous allons continuer avec celui qui reste. Les États-Unis, qui entretiennent depuis des années des relations conflictuelles avec le Nicaragua, ont imposé des sanctions financières à la propre fille de Daniel Ortega et à des hauts responsables proches du chef d'État. Leurs éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés et l'accès au système financier américain ne leur est désormais plus autorisé. Comme le démontrent ces sanctions, il y a un prix à payer pour les complices de la répression. Les États-Unis continueront d'utiliser des outils économiques et diplomatiques contre les membres du régime engagés dans cette vague de répression. Washington, qui depuis 2018 ne cache pas sa volonté de faire tomber Daniel Ortega, a récemment qualifié le président de dictateur et appelle la communauté internationale à en faire de même. Et puis, pour boucler cette édition, ce vendredi 11 juin 2021 à 21h, heure béninoise, l'Italie croisera les crampons avec la Turquie en match d'ouverture de l'Euro 2020, reporté pour un an à cause de la crise sanitaire. Ce match d'ouverture à Rome se déroulera sous haute tension dans un pays meurtri par la Covid-19. Rome se prépare pour le grand rendez-vous du football européen.
4 matchs de l'Euro 2020 décalés d'1 an à cause de la pandémie se dérouleront dans la capitale italienne à partir de ce vendredi. Un événement sous haute surveillance sanitaire. De nombreuses mesures de restriction sont encore en vigueur. Le port du masque reste obligatoire et un couvre-feu de minuit à 5 h du matin est maintenu dans les zones à risque modéré de contagion. Dans les rues de Rome, les organisateurs s'adaptent pour assurer l'accueil du public. C'est parti avec la Piazza del Popolo, entièrement aménagée en fan zone, qui, nous l'espérons, divertira le plus grand nombre de fans possible. Évidemment, ce sera aussi une place avec accès limité en raison des mesures restrictives liées au Covid. Il y aura donc une application pour gérer l'accès. Nous aurons 1 millier de personnes pour chacun des 2 hémicycles. L'Italie s'est toutefois adaptée à certaines conditions imposées par l'UEFA. En avril dernier, le gouvernement italien a autorisé le retour du public dans les stades afin d'assurer la tenue des rencontres sur son sol. La jauge du Stadio Olimpico de Rome a été fixée à 25% de la capacité totale du stade, soit un total de 16 000 fans. Chaque spectateur devra également présenter un test Covid négatif de moins de 48 heures pour pouvoir accéder à l'enceinte. Un retour du public dans les stades, apprécié par les joueurs de l'équipe d'Italie, même s'il reste limité. Ils seront encore trop peu nombreux. Il y en aura environ 15 000, mais dans un stade qui peut avoir 80 000 supporters. Mais ce sera quand même émouvant. Je serai de retour dans un stade qui m'a beaucoup apporté. J'ai grandi là-bas. Ce sera très émouvant. En Italie, comme dans les 10 autres pays hôtes, tout est mis en œuvre pour assurer l'organisation des rencontres. En effet, cette compétition s'inscrit dans les différentes stratégies de relance de l'économie. Avec l'Euro de football et la réouverture progressive des frontières, l'Italie espère relancer le tourisme dans le pays. La Fédération italienne du tourisme mise sur une croissance de 20% cet été par rapport à l'année précédente. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.